Si vous étiez pris au piège au milieu de la campagne électorale d'une petite ville qui a tourné au drame, que feriez-vous? La course à la mairie s'intensifie, mais cette année, un tueur masqué est en campagne et il ne reculera devant rien pour s'assurer que les carrières de ses adversaires soient réduites à néant. Il est temps de choisir votre camp, parce que je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le juge tueur dans Founders Day. Ces politiciens sont sur le point de mener la campagne la plus brutale de leur vie. Tôt dans la nuit, dans la ville politiquement divisée de Fairwood, Melissa Faulkner, une adolescente angoissée, se dispute avec son père Harold, qui est plongé dans la dernière étape d'une élection brutale pour le poste de maire de la ville. Il demande à Melissa d'agir d'une certaine façon quand elle est en public, pour que l'image de sa campagne soit bonne. Mais elle en a assez de toujours jouer le jeu, et elle le maudit en sortant de la maison pour aller faire un tour avec sa petite amie Allison. Toutes deux traversent la ville pour se rendre sur un parking près du cinéma, où Allison s'en va lui chercher une surprise alors que Melissa reste dans la voiture à l'attendre. Elle tombe sur Adam, le frère de Melissa, qui travaille à la billetterie. Et après l'avoir remercié pour l'idée, elle récupère ce qu'elle était venue chercher dans l'arrière-boutique. Un cadenas rouge et un marqueur Sharpie qu'elle utilise pour écrire la date et leurs initiales. Quand elle retourne à la voiture, Melissa l'attend déjà à l'extérieur et elle décide de faire le reste du chemin à pied jusqu'à un joli pont romantique dans le parc. Mais c'est là leur plus grosse erreur. Melissa a le cœur brisé en apprenant qu'Allison et son père prévoient de déménager en ville. Et elle supplie sa petite amie de rester, ne serait-ce que jusqu'à la fin de l'année scolaire si elle le peut. Allison donne le cadenas à Melissa en souriant, comme symbole de leur amour éternel. Et elle l'utilise pour l'attacher au pont par le passant de sa ceinture pendant qu'elles s'embrassent toutes les deux. Mais c'est alors que tout tourne horriblement mal. Au même moment, une voiture bruyante s'arrête, braque ses phares allumés sur les deux filles et commence à faire tourner son moteur de manière agressive. Pensant qu'il s'agit simplement d'un des autres jeunes du lycée qui les embête, Melissa se précipite vers la voiture et commence à leur crier de se tirer. Quand tout à coup, un individu portant un masque de juge rouge et une cape noire surgit de l'obscurité et fonce sur elle en lui assénant un coup de marteau sur l'arrière de la tête. Tout ce qu'Allison peut faire, c'est regarder avec horreur l'homme en train de battre Allison encore et encore avec le marteau en bois, avant de finalement la jeter par-dessus le pont comme une vulgaire poupée de chiffon dans la rivière en contrebas. Le tueur se retourne alors pour s'en prendre à Allison, mais à la dernière seconde, elle réussit à se dégager du cadenas et à s'enfuir vers la ville. Ok, j'imagine qu'il n'y a rien de mieux qu'un saut à l'élastique surprise pour pimenter une relation, pas vrai? J'ai bon là? J'ai pas raison? Nous ne savons peut-être pas qui se cachait derrière le masque, mais je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le vrai tueur ce soir était la gravité. Tout comme Isaac Newton avait tenté de nous le faire comprendre. Les notes de juge viennent de tomber, et il donne à ce plongeon un 10 sur 10. Mais malheureusement, je ne pense pas que Melissa reviendra jouer dans l'équipe la saison prochaine. Ça semble assez évident maintenant, mais je pense que la première erreur des filles a été de choisir le vieux pont effrayant à la périphérie de la ville comme lieu de leur prochain grand moment romantique. C'est le problème quand on choisit un endroit éloigné du reste de la société. Certes, vous bénéficiez de l'intimité que vous recherchiez, mais si un malade vient s'incruster dans la fête, il n'y aura personne pour vous aider, ni même pour vous servir de bouclier de viande pendant que vous vous enfuirez. Ça peut sembler un cliché assez classique de film d'horreur, mais même dans la vie réelle, les jardins publics peu fréquentés ont été le terrain de chasse privilégié de personnes dangereuses à la recherche de leur prochaine victime. Il est donc important de toujours être conscient de son environnement pour rester en sécurité. En ce qui concerne Melissa, ce que nous ne ferons certainement pas la prochaine fois, c'est nous approcher de la voiture bizarre qui vient de s'arrêter en faisant tourner son moteur de façon agressive et en nous aveuglant toutes les deux avec ses phares. Ne vous méprenez pas. J'aime bien l'attitude qui consiste à s'approcher, mais à moins d'avoir un spray au poivre ou les mystérieux maxi-outils à portée de main, c'est probablement pas une bonne idée de chercher la bagarre. Et même dans ce cas, il aurait été préférable d'essayer d'abord de s'éloigner d'eux. Quant à toi, Allison, je ne sais même pas par où commencer. Tu es en train de me dire que la seule chose qui te retenait était un simple bout de tissu? Tu veux me faire croire que tu n'as pas eu la force de déchirer la couture avant que ta copine ait été jetée d'un pont? Non mais sérieux ma vieille, mets-y tout ton poids et sors de là. Ça ne doit pas être si difficile. Mais ça, c'est même pas le pire, parce que tu avais cette putain de clé dans ta poche pendant tout ce temps. Elle était là quand tu as pris le cadenas au cinéma, donc à moins que tu ne l'aies perdue je ne sais pas trop comment en venant ici, la situation aurait dû être aussi simple que de mettre la petite clé dans la petite serrure et de te libérer.
Peut-être que la prochaine fois, si tu utilises ne serait-ce qu'un petit % de ton cerveau, tu pourras rejoindre ta copine pendant que le type qui ressemble à la mascotte de Quaker Oats là-bas la tabasse. Mais parce que tu es resté là sans rien faire, ce fou du maillet est toujours en liberté. Et le pire, c'est que son règne de terreur ne fait que commencer. Le lendemain matin au lycée, Monsieur Jackson, le prof d'histoire, tente de donner un cours sur l'histoire de la journée des fondateurs et sur le fait que le festival de ce week-end célèbre également le 300e anniversaire de la ville. Pour conclure son cours, il demande à Adam et à son ex-petite amie Lily, qui est aussi la fille du maire actuel, de se tenir devant la classe et de défendre les différents points de vue d'un débat politique. Le jeu se transforme rapidement en une dispute sur leurs sentiments personnels l'un envers l'autre. Mais heureusement pour tout le monde, un adjoint arrive et fait sortir Adam de la classe pour lui annoncer que sa sœur n'est pas rentrée à la maison la nuit dernière. Et l'homme ne cache pas de manière plutôt frontale que la fille de Thomas est la dernière à avoir vu Melissa vivante. Thomas retrouve sa fille dans un bureau où le commissaire Peterson l'interroge sur son agresseur. Il la serre dans ses bras et s'excuse de ne pas avoir pu être là plus tôt. La commissaire se présente et met Thomas au courant de l'évolution de l'affaire. Mais pendant ce temps, quelqu'un s'apprête à prendre une autre affaire au corps de son côté dans le bureau du maire. Un débat houleux sur l'opportunité d'organiser les festivités du week-end est tout à coup interrompu quand Harold fait irruption dans la pièce. Et il commence à les traiter de bouseux pour avoir envisagé une chose pareille alors que l'assassin de sa fille est toujours en liberté. Oliver, le laquais de Madame le maire, tente de le mettre à la porte. Mais quand Harold lui fait comprendre qu'il n'ira nulle part, Blair demande à tous les autres de leur laisser une minute seul à seul. Harold lui reproche d'avoir essayé de lui faire le coup politique habituel, mais après avoir dit qu'elle est sincèrement désolée pour ce qui est arrivé à Melissa, elle lui dit que le festival sera maintenu comme prévu parce qu'elle est toujours le maire ici. Un fait qu'Harold dit qu'il a l'intention de changer bien assez tôt, avant de faire tomber la plaque de son bureau et de sortir de la pièce à grandes enjambées avec confiance. Plus tard dans la journée, alors qu'Allison est en train de prendre quelques affaires dans son casier, cette peste de Brit arrive en courant dans le couloir, suivie d'un type tout de noir vêtu qui la poursuit et la tue sous les yeux de tout le monde. Alors qu'Allison tente de s'interposer, le tueur la plaque au sol et s'apprête à la poignarder à son tour. Mais il s'avère que ce n'était qu'une blague de Brit et de son petit ami Tyler. Et Monsieur Jackson leur donne à tous les deux 1 heure de colle pour avoir refusé de s'excuser. Sur la scène de crime, la commissaire et ses adjoints sont occupés à fouiller la zone à la recherche de pistes potentielles sur l'identité du coupable. Ils découvrent notamment un grand message manuscrit accroché au sommet du pont, qui contient les paroles d'une comptine pour enfants « London Bridge is falling down ». Comprenez, le pont de Londres s'écroule. Harold et sa femme ne tardent pas à arriver sur les lieux à la recherche de réponses, et bien qu'il n'ait pas beaucoup d'éléments à leur disposition, l'adjoint Miller les rassure en leur disant qu'il y a toujours une chance de retrouver leur fille vivante. Ou au moins d'attraper la personne responsable. Et il ajoute que c'est grâce à des messages comme celui-ci que les tueurs font des erreurs et révèlent leur véritable identité. Ok, il semblerait que nous ayons ici une sorte d'homme mystère en liberté en ville. Et sans Batman pour assurer la sécurité des rues, nous allons devoir compter sur la commissaire Peterson et ses adjoints pour faire le job. Ils ne sont pas exactement le FBI, mais là où l'adjoint avait raison, c'est quand il a compris que des indices comme ce message sont exactement ce dont ils ont besoin pour découvrir le responsable. Voyons donc quelles autres preuves pourraient les aider à démasquer le juge masqué avant qu'il ne condamne à mort une autre victime innocente. Sur une scène de crime, les premiers indices recherchés par les enquêteurs sont les preuves matérielles. Oui, il peut s'agir de tout objet tangible laissé sur place et ayant un lien avec les événements du crime. L'analyse des éclaboussures de sang devrait confirmer l'histoire d'Allison selon laquelle son amie a été attaquée à bout portant avec un objet contondant. Et toute trace de sang pourrait les aider à déterminer l'endroit où Melissa a terminé à la fin, ou quelle décision a été prise par le tueur quand il a quitté la zone. Le pont étant situé à proximité d'un chemin de terre, les empreintes des chaussures du tueur et les traces laissées par ses pneus pourraient aider à déterminer le type et la taille de chaussures qu'il portait, ainsi que la marque des pneus de sa voiture. Il est également possible que le tueur ait laissé derrière lui des fibres ou des cheveux qui pourraient aider les enquêteurs à le relier à une scène de crime. Bien entendu, le message lui-même leur offre plusieurs options, notamment la comparaison de l'écriture avec celle d'éventuels suspects et l'élaboration d'un profil psychologique de l'assassin. Outre ce qu'ils peuvent trouver physiquement sur les lieux, les agents doivent également demander aux témoins s'ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel la nuit du crime. Avec tous les gens qui manifestaient en faveur de leur candidat favori,
quelqu'un a peut-être vu une personne ou un véhicule suspect suivre les jeunes femmes alors qu'elles marchaient vers le pont. Dans une petite ville comme celle-là, les nouvelles circulent vite. Il y a donc de fortes chances que quelqu'un sache quelque chose qui pourrait les mettre sur la bonne voie. Il dispose également de la description faite par Allison du costume du tueur et de l'arme qu'il a choisie. Un masque de juge fondateur rouge et un marteau en bois. C'est un accoutrement étrangement spécifique pour avoir été choisi sans raison. Donc à moins qu'il ne s'agisse aussi du costume d'Halloween le plus vendu en ville cette année-là, ça devrait permettre d'affiner les recherches. Les caméras de surveillance des commerces situés le long de la route menant au pont pourraient également montrer la voiture du tueur traversant la ville. Et si le téléphone portable de Melissa est toujours en état de marche et se trouve sur son corps, ils pourront le localiser et trouver sa position actuelle. Ils peuvent commencer à dresser une liste de suspects en créant un profil psychologique de l'agresseur de Melissa et en vérifiant les alibis de toutes les personnes susceptibles de figurer sur la liste. À moins qu'il ne s'agisse d'un hasard, le tueur est très probablement quelqu'un qui en veut à Melissa et à sa famille, ce qui est d'autant plus probable qu'il a décidé d'agir pile une semaine avant le jour de l'élection. Ils doivent d'abord exclure sa famille proche. Et n'oublions pas que son frère Adam était la seule autre personne à savoir où il devait se rendre. Mais il était au boulot ce soir-là. Et si les alibis de ses parents se vérifient également, alors ils devront commencer à élargir le périmètre. Nous savons que Tyler et Britt roulaient dans une voiture bruyante et semblent être le genre de fauteur de troubles qui trouverait un endroit comme le pont parfait pour se planquer à deux. Il s'agit peut-être d'une blague qui serait allée un peu trop loin. Mais une autre explication possible serait qu'il s'agit de quelqu'un qui espère que ça poussera Harold à abandonner la course à la mairie à la dernière minute, ou que ça donnera une mauvaise image de la maire actuelle avec un tueur masqué qui terrorise la ville. Quoi qu'il en soit, je chercherai des personnes ayant des opinions politiques extrêmes dans l'un ou l'autre des camps et je verrai où ça nous mène. En attendant, la commissaire devrait demander à ses adjoints d'effectuer des patrouilles supplémentaires jusqu'à ce que le tueur soit arrêté. Les citoyens eux-mêmes devraient rester chez eux la nuit avec les portes et les fenêtres verrouillées et avec une batte de baseball ou quelque chose de mieux encore à portée de main. Et garder un œil sur les gens bizarres qui pourraient rôder autour de la ville. La maire essaie peut-être encore de maintenir l'illusion de la sécurité, mais ce n'est qu'une question de temps avant que le tueur ne frappe à nouveau. Et cette fois-ci, c'est à sa famille qu'il s'en prendra. De retour chez Allison, la jeune fille et son père regardent Harold qui, comme on pouvait s'y attendre, fait de la disparition de sa fille un jeu de sympathie pour obtenir plus de voix dans sa campagne, quand Adam se présente à l'improviste à leur porte d'entrée. L'homme l'invite à s'asseoir à la table de la cuisine, et c'est alors qu'Adam explique que le numéro de son père a été bloqué et qu'il n'est pas rentré chez lui depuis plusieurs semaines. Le cœur brisé, il se plaint d'avoir toujours eu l'impression que son père se souciait davantage de ses objectifs politiques que de sa propre famille. Mais Thomas le rassure en lui disant que les choses changeront pour le mieux une fois que toute cette campagne électorale sera enfin terminée. À ce moment-là, ils reçoivent tous les deux un message de Lily qui les invite à une fête au cinéma. Au début, Adam dit qu'il n'est pas chaud, mais Allison pense que ça pourrait être une bonne occasion de se changer les idées. Alors il décide de saisir cette chance et d'y aller. La fête a franchement déjà battu son plein et après une conversation gênante avec son ex, Adam et Allison décident de s'arrêter là pour ce soir, laissant Lily et son crush actuel Rob nettoyer avant qu'ils n'ouvrent le lendemain matin. Le gars n'est pas ravi de voir Lily et Adam se rapprocher à nouveau. Et après quelques mots pas très gentils à ce sujet, il casse une bouteille sur le sol et part en claquant la porte. Mais c'est la dernière fois que qui que ce soit la verra encore en vie. Quand Lily s'apprête à rentrer chez elle, elle entend le bruit d'une porte qui se referme ailleurs dans le couloir. Et elle décide nerveusement d'aller voir ce qu'il en est. L'endroit semble d'abord désert quand elle cherche dans les couloirs du fond. Mais alors qu'elle vérifie une des salles, un homme habillé tout en noir surgit de l'obscurité et tente de l'attraper par derrière. Lily se retourne rapidement et frappe son agresseur avec un bon coup de spray au poivre, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il s'agissait seulement de Tyler et Britt en train de faire une autre de leurs blagues débiles et qu'elle les mette à la porte. Frustrée, elle se retourne pour aller vers le hall principal. Mais c'est alors que le projecteur se met à diffuser une publicité tout seul pour le stand de la salle, ce qui arrête la jeune fille dans son élan. Tout à coup, le véritable tueur sort de l'ombre et asperge Lily avec son propre spray au poivre avant de lui briser le genou d'un coup de maillet. Alors que la jeune fille est par terre et hurle sur le sol, ce malade vide un tas de verres brisés dans l'allée et la force à ramper à travers, la regardant souffrir pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'il active enfin une lame cachée au fond de son marteau et s'en serve pour lui trancher la gorge. Ok, on demande une technicienne de surface dans la salle 4, s'il vous plaît. On peut dire ce qu'on veut de la performance du juge, mais une chose est sûre, c'est un tueur au box-office.
Dommage que Lily ne revienne pas pour la suite. Désolée jeune fille, mais c'est pas comme si t'avais pas eu plein d'occasions de t'en sortir. Alors rembobinons la bande et voyons où ça a mal tourné. Tout d'abord, pourquoi le cinéma était-il encore ouvert? Et quel genre de parents sans cervelle laissent leurs gosses sortir et faire la fête alors qu'un tueur non identifié rôde dans la ville? Non mais sérieux! Il faut au moins faire en sorte que ce type ait un peu de mal à trouver ses victimes, sinon autant faire son taf à sa place. À ce propos, Lily est passée devant la sortie et a foncé droit vers la zone de danger alors qu'elle savait qu'elle était censée être la seule à être encore dans le ciné. Je comprends qu'en temps normal, on soit obligé de vérifier les bruits suspects pour des raisons professionnelles. Mais avec un tueur dans les parages, c'est une excuse suffisante pour ne pas risquer sa vie pour un job au SMIC dans un cinéma. Personnellement, mon cul de parano aurait sprinté hors de là comme un personnage de cartoon au premier signe de problème. Parce qu'il n'y a pas moyen que je finisse par être la prochaine victime d'un pèlerin en colère. Je laisserai la commissaire Sucette et l'adjoint Moustache aller vérifier la situation, pendant que moi je regarderai la scène avec du popcorn depuis la sécurité de ma voiture. Le pire, c'est qu'elle avait même une bombe de spray au poivre prête à l'emploi, mais qu'elle l'a laissé tomber quand cet abruti de Tyler la lui a arrachée de sa main. Et elle n'a même pas pris la peine de la ramasser. Même avec le masque, frapper le tueur d'un coup de fébraise aurait pu lui sauver la vie. Mais au lieu de ça, elle s'est fait empoivrer avec son propre matos et c'est tout simplement gênant de voir ça. Dès que ce projecteur a commencé à s'allumer, j'aurais disparu plus vite que J. Cole pendant le combat entre Drake et Kendrick Lamar. Mais Lily est restée là hypnotisée comme si c'était la première fois qu'elle voyait ce spot. Alors qu'elle travaille au cinéma et qu'elle a dû entendre ce petit jingle un millier de fois déjà. Elle a baissé sa garde juste assez longtemps pour que le tueur se faufile et l'attaque alors qu'elle aurait pu encore s'enfuir. Mais se faire prendre ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire sans se battre. J'admets que ça ne doit pas être facile après avoir été aspergé de gaz poivré et battu à coups de marteau. Mais il n'y a jamais de meilleur moment pour devenir Super Saiyan que quand un crétin dans un déguisement débile est sur le point d'annuler votre abonnement à votre service respiratoire. Faites-lui un croche-pied, donnez-lui un coup de poing dans les... Ramassez un morceau de verre cassé et poignardez-le dans la jambe avec. Vous n'avez pas besoin de gagner le combat. Vous devez juste blesser votre agresseur suffisamment longtemps pour vous mettre en sécurité et laisser les autorités locales s'occuper du reste. Pour ce qu'il en est de notre liste de suspects, nous savons que toutes les portes principales auraient dû être verrouillées. Ce qui veut dire que Tyler et Britt devaient encore se cacher à l'intérieur depuis la fête de tout à l'heure. Si c'est vrai, nous pourrons peut-être réduire nos recherches aux seules personnes qui ont les clés du ciné. Mais très vite, nous allons découvrir qu'il se passe encore bien plus de choses que vous ne le pensiez peut-être. Chez Allison, Adam avoue qu'il a rompu avec Lily après que sa sœur l'a surprise en train d'embrasser Rob derrière le cinéma. Mais elle ne sait pas non plus qu'il est au courant parce qu'il ne l'a jamais confronté à ce sujet. Allison le laisse lui tenir la main jusqu'à ce qu'il s'endorme en pleurant. C'est alors que le père entre pour voir s'ils ont besoin de quelque chose, et il dit à sa fille qu'il est fier d'elle pour avoir été si forte dans tous ces moments difficiles. C'est un moment doux et paisible, mais il est brusquement interrompu quand ils entendent un grand bruit venant de quelque part en bas. Inquiet, l'homme demande à Allison de rester dans sa chambre pendant qu'il va s'assurer que tout va bien. Sans prendre d'armes ou quoi que ce soit d'autre, Thomas se faufile nerveusement dans chaque pièce du rez-de-chaussée de la maison pour vérifier s'il y a des traces de l'intrus. Alors qu'il atteint la cuisine, il entend un autre bruit provenant de devant la maison, et il finit par attraper une spatule en bois en se précipitant pour les affronter. À leur grand soulagement, il constate que ce n'étaient que les vauriens de Tyler et Britt qui recommençaient. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que le véritable tueur est en fait beaucoup plus proche de chez eux qu'il ne le pense. Le lendemain matin, quand Harold vient chercher Adam, il dit qu'il est furieux contre Thomas d'avoir laissé son fils passer la nuit chez eux sans au moins l'appeler pour le prévenir de sa présence. Alors qu'ils s'éloignent, leur voisin, Monsieur Jackson, vient voir ce qui s'est passé la veille, et il aide Thomas à charger les morceaux de sa boîte aux lettres cassés dans la benne de son pick-up. Au lycée, Monsieur Jackson commence la journée de colle en demandant à Tyler et Britt de lui remettre leur téléphone et de lui écrire un essai de 2000 mots sur ce qu'ils se souviennent avoir appris au lycée, avant de les laisser tous les deux se mettre au travail. Pendant ce temps, Allison et son père arrivent au festival de la Journée des Fondateurs, où ils organisent un mémorial pour sa petite amie. Mais elle lui demande de l'emmener d'abord au lycée pour qu'elle prenne quelque chose dans son casier. Dès que leur prof est hors de portée de voix, Tyler et Britt ont un autre plan et veulent le faire ici. Et ils commencent à s'embrasser sur son bureau. Mais leur plaisir est violemment interrompu quand le tueur apparaît soudain derrière eux et frappe Tyler au crâne avec la balance de la justice.
Terrifiée, Britt s'enfuit de la pièce en hurlant tandis que le tueur s'accroupit sur Tyler et termine le travail. Puis il fait volte-face pour la poursuivre dans le couloir. Courant pour sauver sa vie, elle arrive au gymnase et décide de se mettre à l'abri sous les gradins. Après quelques instants de tension pendant lesquels il cherche partout, Britt commence enfin à penser que l'agresseur pourrait être parti. Mais juste au moment où elle baisse sa garde, le juge grimpe dans les gradins au-dessus d'elle et abat son couteau directement sur son front. Ok, je suppose que l'école est finie pour toujours pour ces deux-là, hein? Je pense que nous savions tous que le juge ne tarderait pas à rattraper Britt et Tyler après tous les problèmes qu'ils ont causés en ville. Et il semblerait que dire « c'était qu'une blague, bro » n'a pas pu les sauver cette fois-ci. Maintenant, la plupart du temps, les personnages dans ces situations n'ont pas l'avantage de savoir qu'ils sont en danger jusqu'à ce qu'il soit déjà trop tard. Mais cette fois-ci, les choses étaient un peu différentes. Tyler et Britt savaient déjà qu'un tueur masqué se baladait en ville. Donc si nous nous basons sur la logique des films d'horreur, ils auraient dû savoir que les deux dégénérés locaux décidant de faire des choses ensemble signifieraient une mort certaine. C'est en quelque sorte une règle ou un truc dans le genre. Il ne faut pas se faire prendre avec le pantalon baissé, littéralement. Il était déjà trop tard pour Tyler dès que les ennuis ont commencé. Mais Britt, elle, aurait pu s'en sortir si elle avait pris de meilleures décisions. En tant qu'élève du lycée, elle avait un avantage parce qu'elle connaissait déjà très bien les lieux. Et elle aurait dû connaître tous les itinéraires possibles dans tout le bâtiment. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune raison qu'elle se retrouve dans une impasse et qu'elle abandonne. Se cacher était la bonne idée ici. Mais le problème, c'est que le tueur l'a vue entrer en courant. Et s'il sait que vous ne pouvez pas sortir, il finira par vous trouver. Un meilleur plan aurait été de se faufiler discrètement de l'autre côté des gradins et d'essayer de repartir en courant par là où elle était entrée avant qu'il ne puisse l'attraper. Parce qu'elle aurait au moins été de retour dans les couloirs et elle aurait pu trouver d'autres solutions. Ce qu'elle aurait pu faire ici, c'est continuer à courir à travers le bâtiment et essayer toutes les autres sorties qu'elle connaissait. Je veux dire par là que l'une d'entre elles devait être ouverte. Mais bon, si elles sont toutes verrouillées, il suffit de prendre une chaise et de la jeter par la fenêtre. En attendant, j'essaierai d'utiliser tous les meubles que je pourrais pour le ralentir. Et si je pouvais trouver une arme comme une poêle à frire à la cafette, je la prendrais juste au cas où j'aurais besoin de donner à ce type le bon vieux gauche-droite. Si elle voulait être créative, elle aurait même pu essayer de piéger le tueur pour qu'il vérifie une des salles de classe et tenter de l'enfermer à l'intérieur. J'aurais aussi essayé de déclencher l'alarme incendie, ce qui aurait attiré l'attention de l'extérieur sur le bâtiment. Les secours devraient alors arriver vite, et le tueur pourrait être effrayé s'il sait que quelqu'un arrive. C'est dommage que ce lycée n'ait pas enseigné comment survivre à un film d'horreur. Sinon, Tyler et Britt seraient encore en vie peut-être. Mais connaissant ces deux-là, ils auraient probablement séché le cours de toute façon. Et honnêtement, la ville se porterait peut-être mieux sans eux. Au parc, Oliver invite Madame le maire à dire quelques mots sur la scène. Et elle ne perd pas de temps pour transformer toute son élocution en un discours politique sur la nécessité de toujours se défendre les uns les autres face au mal. Pendant que tout ça se passe, Rob sort les poubelles du cinéma. C'est alors qu'il fait une découverte choquante. Le corps de Lily caché dans la poubelle avec un autre message du tueur écrit à l'extérieur. Et il court immédiatement demander de l'aide à l'adjoint. Alors que le maire est en train de conclure, Oliver se précipite sur la scène et demande à tous les spectateurs de rentrer chez eux, déclarant que le festival s'arrête pour la journée. C'est alors que le maire hurle puis s'effondre quand elle réalise que la dernière victime est sa propre fille. Quant à la police, elle soupçonne rapidement Rob d'être la dernière personne à avoir vu Lily en vie. Et bien qu'il clame son innocence, il décide de s'enfuir quand l'adjoint Miller tente de l'emmener au poste pour l'interroger. Pendant ce temps au lycée, Allison est en train de prendre une photo d'elle et de Melissa dans son casier quand elle entend un bruit étrange venant de la salle de classe voisine. Et quand elle entre, elle voit nul autre qu'Adam lui-même, vêtu de la robe du tueur, en train de laisser un autre message troublant sur la scène de crime. Dès qu'il la remarque, Adam saisit son couteau et commence à la poursuivre de l'autre côté de la salle, obligeant Allison à courir pour sauver sa vie jusqu'au parking où son père l'attend dans son pick-up. Il la rattrape juste au moment où Allison parvenait à se mettre à l'abri. Mais alors qu'il lève le couteau au-dessus de sa tête, Thomas entre en action et empale tout à coup Adam en pleine poitrine avec un morceau cassé de sa boîte aux lettres. Le garçon tombe sur le sol, abasourdi, et il se vide de son sang, tandis que Thomas essaie de comprendre ce qui vient juste de se passer. Ok, waouh, ça c'était inattendu. Et Thomas, mon pote, je dis pas que c'était pas totalement justifié de vouloir protéger ta fille, mais est-ce qu'empaler ce type avec une pointe en bois était vraiment la seule option? Je veux dire, allez, c'est d'un lycéen et d'un ami proche de la famille dont on parle, même si c'est un tueur fou.
T'aurais pas pu le frapper avec le côté non tranchant du poteau? Ou je sais pas moi, lui donner un coup de pied ou quelque chose comme ça? J'ai l'impression qu'on pourrait finir par le regretter un jour ou l'autre. Je comprends que les choses se passent dans le feu de l'action, ok. Mais la plus grosse erreur de Thomas a été de retirer le bâton de la blessure. C'est peut-être pas évident, mais c'est en fait une des rares situations où il ne faut jamais retirer le bâton. La raison en est que cet objet agit en fait comme un joint qui exerce une pression sur la plaie et contrôle l'hémorragie. Si vous rompez le seau, le sang se met à gicler dans tous les sens et la personne peut mourir en l'espace de quelques minutes seulement. En outre, le retrait de l'objet peut provoquer de graves lésions des organes et des tissus, entraînant des complications ultérieures même si la victime parvient à survivre. Il est donc toujours préférable de laisser les experts retirer l'objet. Adam aurait pu survivre si Thomas avait laissé le morceau de bois à l'intérieur au lieu de l'arracher. Et ils auraient alors pu demander à ce gosse qui d'autre est impliqué ici. Parce qu'il est clair qu'il ne travaillait pas seul. Il n'aurait pas pu être au cinéma la veille pour tuer Lily, à moins qu'Allison elle-même ne soit impliquée. Mais dans ce cas, il ne l'aurait pas attaqué. Donc il doit y avoir quelqu'un d'autre. Quant à toi, Allison, quand tu vois un type vêtu d'une cape noire avec un masque de tueur à proximité se tenir dans une pièce remplie de cadavres, il n'y a vraiment pas lieu de se poser trop de questions. Même si c'est un ami proche, on va surtout pas se rapprocher jusqu'à ce qu'il nous remarque et rester là pendant qu'il prendra son arme. T'es peut-être pas la plus intelligente, mais le bon côté des choses, c'est que tu es rapide comme l'éclair. Franchement, réagis peut-être un peu plus vite la prochaine fois, et tout ira bien. La commissaire fait venir Thomas et Allison dans son bureau pour les interroger. Et ils se rendent vite compte qu'il y a un problème dans cette histoire. Étant donné qu'Adam a passé toute la nuit chez eux, il est impossible qu'il ait pu s'occuper de Lily au cinéma. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir un autre tueur en liberté. C'est alors que commissaire Sucette fait remarquer que Thomas lui-même n'a pas d'alibi. Furieux, Thomas prend Allison et dit qu'il rentre chez eux. Mais alors qu'il marche vers le pick-up, la commissaire les suit jusqu'au parking et commence à faire une grande scène publique sur le fait qu'il ne veut pas parler. Décidant qu'il est dans son intérêt de coopérer, il dit à Allison de l'attendre dans le véhicule pendant que lui retourne dans son bureau pour mettre certaines choses au clair. Pendant qu'Allison attend, Rob ouvre tout à coup la porte et grimpe à l'intérieur. Mais il jure qu'il n'a rien à voir avec les attaques et dit qu'il est venu la voir parce qu'il espérait qu'elle aurait des informations qui pourraient l'aider à se disculper. Désespéré de pouvoir avancer, il décide de retourner sur les lieux de la disparition de Melissa pour voir s'ils peuvent trouver quelque chose. Au même moment, Thomas sort à l'extérieur après avoir terminé avec la commissaire, et l'adjoint Miller le prend à l'écart pour lui dire officiellement qu'il sait qu'il est vraiment innocent. Mais à ce moment-là, ils aperçoivent son pick-up qui roule à toute allure dans la rue, et les deux hommes sautent dans la voiture de patrouille de l'adjoint pour se lancer à sa poursuite. La situation échappant totalement à son contrôle, la mère fait la seule chose qu'elle sait faire et retourne dans son bureau pour boire un autre verre. Mais elle y trouve son ennemi juré, Harold, qui l'y attend déjà. La dispute dégénère rapidement en un affrontement à coups de stylo. Chacun de ces abrutis accusant l'autre d'être à l'origine des meurtres pour s'attirer des votes de sympathie lors des élections. Et la vérité, c'est qu'ils ont tous les deux raison. Le tueur est vraiment dans la pièce avec eux, mais ce n'est pas celui qu'ils pensent. Tout à coup, le juge fait irruption dans la pièce et frappe Harold à l'épaule avant de reporter son attention sur la mère. Terrifiée, la femme fait de son mieux pour se défendre, mais il parvient facilement à maîtriser son cul d'ivrogne sans trop de problèmes. Et il transperce la mâchoire de la mère avec son propre stylo qu'elle a utilisé pour signer tous ses sales contrats, avant de l'éliminer finalement pour de bon en la poignardant dans le ventre avec une de ses pancartes de campagne. Harold supplie l'homme d'épargner sa vie. Mais quand il réalise qu'il est sur le point d'être le prochain, il retire le couteau de son épaule et se prépare à un combat à mort. Pendant un instant, il parvient à retenir le tueur en arrière. Mais il fait une erreur fatale qui permet au juge de réduire la distance qui les sépare. Après avoir forcé Harold à s'asseoir sur le siège du maire, le juge utilise un coupe-papier pour poignarder et trancher le visage et le cou de l'homme des dizaines de fois, mettant ainsi un terme à sa carrière politique. C'est à ce moment précis que la commissaire tombe sur la scène sanglante et elle prend le tueur en flagrant délit. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, il traverse la pièce et l'élimine elle aussi. Ok. Et merde, l'élection est foutue. Et bon débarras honnêtement parce que ces deux crétins l'ont bien cherché. Je suis désolée, mais c'était la seule fois où ils avaient besoin de mettre de côté leurs différends et de travailler ensemble pendant une seconde. Et même là, ils n'ont pas réussi à le faire.
Même pour des raisons égoïstes, ça aurait pu être leur chance d'attraper le gars qui a tué leurs enfants. Ce qui aurait aussi fait d'eux des héros pour le reste de la ville. Mais non, ils étaient tous les deux trop occupés à se battre l'un contre l'autre pour s'occuper de la vraie menace quand elle s'est finalement montrée. La mère a regardé Harold se faire poignarder et n'a rien fait quand elle aurait pu facilement intervenir pour le soutenir ou même courir dans le hall pour obtenir de l'aide. Mais elle a fini par être tuée par un stylo et un panneau de signalisation à la place. Et je trouve ça tout simplement triste. Quant à Harold lui-même, si tu décides de jouer les durs à cuire et de te battre, pourquoi attendre que le tueur soit lui aussi préparé et se soit déjà débarrassé de ton seul bouclier de viande? Ensuite, au moment le plus critique, il s'est laissé distraire par le type qui lui fait un signe de victoire et prétend être un fan, comme si ce type n'était pas responsable de la mort de ses 2 enfants. Non mais franchement, gars, faut que tu te remettes les idées en place. Et en ce qui concerne la commissaire, cette idiote est la pire de toutes. Elle est arrivée sur les lieux, a annoncé haut et fort qu'elle n'avait pas d'armes, puis est restée là à attendre qu'il la tue. Voici une bonne idée. Pourquoi ne pas faire un putain de pas en arrière, fermer la porte et courir chercher quelqu'un qui peut vraiment faire quelque chose? En tant que chef de la police, le fait qu'elle ne porte pas d'armes quand plusieurs tueurs masqués sévissent en ville est une raison suffisante pour qu'elle meure de toute façon. Mais avec un peu de chance, quelqu'un d'autre réussira à l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Au pont, Allison et Rob reviennent sur les lieux de la nuit de la disparition de Melissa quand l'adjoint Miller s'arrête et commence à lui crier de s'éloigner de Rob. Il remarque rapidement que l'adjoint porte un œil au beurre noir et il prétend que le père d'Allison l'a attaqué pendant le trajet. Mais il y a quelque chose dans son histoire qui ne colle pas. Agacé, l'adjoint menotte Rob au pont et lui dit qu'Allison et lui doivent se rendre au poste de police. Mais il glisse ses mots d'une telle manière qu'il révèle qu'il travaille en réalité pour le tueur depuis le début. Dès qu'il s'en rend compte, Rob s'élance sur l'arme de l'adjoint et dans la bagarre, un coup de feu retentit. L'adjoint a maintenant été touché au ventre et il s'effondre au sol en titubant. Rob supplie Allison de prendre la clé et d'ouvrir ses menottes, mais elle est trop horrifiée pour faire confiance à qui que ce soit à ce stade et elle décide plutôt de retourner rapidement chez elle pour voir si elle peut trouver son père. Quand elle y arrive, Allison voit qu'il y a déjà un autre message sur sa porte d'entrée, indiquant que le tueur pourrait être quelque part à l'intérieur. Nerveuse, elle entre prudemment dans la maison, où elle voit que le tueur a laissé des pétales de rose sur le sol, et elle prend une lampe de poche et une paire de ciseaux sur le bureau avant de monter les escaliers. Après avoir traversé d'autres décorations du tueur, elle arrive enfin dans sa propre chambre, où elle trouve un message écrit sur la baignoire qui dit « Regarde sous le lit ». Ce doit être le grand final. Et alors qu'Allison tire les draps en arrière... Oh merde! Il est là! Allison le poignarde alors immédiatement à l'épaule, mais l'homme se contente de crier de douleur au lieu de se défendre. Et quand elle retire son masque... Attendez une minute! C'est pas le tueur! C'est son père! C'est alors que le vrai tueur se faufile derrière elle et frappe Allison à la tête avec une sorte d'objet en verre. Ok, ça n'aurait pas pu être pire. Tomber dans le piège quand on ne sait pas qu'il arrive est une chose. Mais Allison a eu toutes les chances de faire quelque chose de différent. Et elle a quand même réussi à tomber dans le piège. Mauvaise nouvelle, Allison. Mais tu as merdé. C'est peut-être un des pires cas de cerveau limité que j'ai jamais vu. Parce qu'il n'y avait vraiment aucune excuse pour s'être fait piéger ici. Ce crétin d'adjoint moustache lui a carrément dit que tout le plan serait ruiné s'il ne la ramenait pas à la maison à temps. Et pourtant, c'est exactement là qu'elle a décidé d'aller. Elle aurait pu facilement chercher dans le téléphone de l'adjoint les appels récents pour savoir qui d'autre était impliqué. Et même déverrouiller les menottes de Rob pour qu'il puisse l'aider. Mais elle a décidé d'y aller seule et désemparée quand les réponses et l'aide se trouvaient juste sous son nez depuis le début. Elle arrive donc à la maison, voit immédiatement que l'électricité est coupée, qu'il y a des graffitis de tueurs partout sur les murs et que quelqu'un a même installé une véritable chambre de Dexter au 2e étage. Et elle se dit « Vous savez quoi? Je devrais vraiment aller voir ça. Ça veut dire que tout le monde dans cette ville est un putain de crétin. Retourne à la voiture de police, utilise la radio pour appeler des renforts et laisse-les s'en occuper au lieu de mettre ta propre vie en danger sans aucune raison. » Au moins, elle a été assez intelligente pour prendre une arme. Mais le Glock qu'elle a laissé sur le pont aurait été bien mieux qu'une paire de ciseaux, vous ne pensez pas? Le plus fou dans tout ça, c'est que le tueur a été annoncé dès le début. Regardez le M sur la photo d'Allison et Melissa, puis la même lettre sur le premier message du tueur. Et vous comprendrez de quoi je veux parler. C'est le tudududum des X-Files. Les réponses étaient sous tes yeux depuis le début. Mais maintenant, il semblerait que tu sois sur le point d'être la dernière victime. Désolée Allison, mais tu as sérieusement merdé.
Quand Allison se réveille enfin, elle découvre qu'elle a été menottée au pied du lit. Et c'est alors que le tueur enlève son masque, révélant qu'en fait, il s'agissait de Melissa depuis le début. Voici donc ce qui s'est passé. Après avoir décidé qu'ils voulaient se venger de leur père et du reste de la ville, Melissa et Adam ont mis au point un plan consistant à simuler sa propre mort en jetant un putain de mannequin du pont, puis en éliminant systématiquement les personnes qui, selon eux, leur avaient fait du tort d'une manière ou d'une autre. Maintenant, la dernière partie de son plan. Elle va accuser Allison et son père d'être les tueurs et convaincre tous les autres qu'elle n'était qu'une victime sans défense qui a eu de la chance et s'est échappée. Mais en réalité, Melissa et son frère ne travaillaient pas seuls. C'est alors que Monsieur Jackson, le professeur d'histoire, entre dans la pièce et que Melissa lui tend le couteau, exigeant que ce soit lui qui élimine Allison. Mais au moment où il s'apprête à le faire, il se retourne et poignarde Melissa dans le ventre à la place. L'homme soulève rapidement le lit, juste assez pour permettre à Allison de s'échapper. Mais avant qu'elle ne puisse atteindre le rez-de-chaussée, Melissa se jette sur elle et les fait tomber toutes les deux au sol. Après un combat brutal dont Allison sort victorieuse, Melissa saute tout à coup du sol pour s'en prendre à elle une dernière fois. Mais Allison enfonce le propre couteau de la tueuse dans la gorge, mettant fin à la situation une fois pour toutes. Alors qu'elle reste là à essayer de comprendre la situation, Monsieur Jackson apparaît en haut des marches et révèle que c'est lui qui a organisé tout ce complot, en engageant Melissa, Adam, l'adjoint Miller et même Oliver pour commettre les meurtres à sa place, tandis que lui gardait les mains propres. Mais pourquoi ? Parce qu'il est le plus ancien membre du conseil et qu'une fois les deux candidats à la mairie écartés, cela ferait de lui le prochain à devoir prendre la relève. Il dit que c'était le seul moyen pour lui de faire de vrais changements dans cette ville. Et alors que la police arrive à l'extérieur, il offre à Allison le choix, soit de leur dire la vérité, soit de jouer le jeu et de l'utiliser à son propre avantage. Un an plus tard, Monsieur Jackson est devenu le nouveau maire de la ville, avec Oliver comme bras droit. Et en ce qui concerne les citoyens de Fairwood, les choses ne pourraient pas aller mieux. Rob est passé de 0 à héros pour avoir sauvé la vie d'Allison sur le pont. Quant à Allison, elle a décidé de s'inspirer d'un classique de la politique et de transformer la catastrophe en une campagne de promotion pour sa propre carrière politique, qui prend un essor qu'elle n'aurait jamais pu espérer. En fin de compte, il semblerait que personne n'ait vraiment retenu la leçon ici. Mais c'est la politique d'une petite ville, j'imagine. Mais qu'auriez-vous fait ? Personnellement, si un tueur se promenait en ville déguisé en foutu costume de George Washington, vous voyez ce que je veux dire ? Je sortirais le Blinky d'abord et je poserais les questions ensuite. Mais qu'est-ce que vous feriez ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous les amis. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et comme toujours, passez une excellente journée!